Bienvenue à notre grand bar masqué. Ici, vous n'êtes pas en présence des vitraux traditionnels. Mesdames et messieurs, voici l'œuvre de Jean Cocteau, toute déployée dans cette église. Une œuvre particulièrement dense, originale, unique et au message universel. Je suis le maître de cérémonie à l'origine de toute cette danse. Je suis un homme, je suis une femme. Nul ne s'écarte derrière mon loup, je fais ce qu'il me plaît. Je joue avec les archétypes de nos civilisations. Je avance dans le passé, je retourne vers le futur. Du chaos naît la vie. Je suis immortel et tout se transforme autour de moi sans interruption. La vie, la mort, l'univers est en mouvement. Venez prendre le pouls, la cadence avec nous. Je suis Hyacinthe, l'amant d'Apollon, le dieu soleil. Je suis mort à ses côtés par accident, mais tout aussitôt, je suis née, à nouveau, sous forme de fleur, la Jacinthe. Je suis le Minotaure, notre hybride, mi-homme, mi-taureau. Je vis dans les labyrinthes de Minos, symbole du parcours initiatique par excellence. Si tu en sors, tu seras transformé à jamais. Je suis la bête, pas si bête, qui n'en fait qu'à sa tête. Car lorsque je rencontre la belle, je cours à l'essentiel, un sentiment éternel. Je suis Déméter. Que puis-je pour vous ? Devinez, devinez, devinez qui je suis. Déesse de la vie et de la terre, je suis fécondité et abondance. Je suis toi et tu moi, toi, mon toi, toi, mon tout, mon roi. J'avance masqué car je suis mystère et je fais ce qui me plaît, Que d'histoire par ici. Je suis Minerve, déesse de la guerre, des arts et des métiers. Autour de moi, mes légendes, Arachné, Méduse, Pégase et la menthe religieuse. Tout n'est que passage et renaissance. C'est l'histoire de la vie, ici. Entendez-vous ces messages? C'est l'antre de la création ici. Ici, il y a les insectes, les oiseaux, les soleils, la lune, les œufs et les embryons, les arbres, les étoiles et les fleurs. Les cosmos divinement représentés et révélés par la lumière. C'est dynamique et enjoué. Chers amis, allez au-delà du visible et venez fêter avec nous notre éternité. Prenez un loup, venez danser. C'est à Metz que Jean Cocteau signe sa dernière œuvre majeure au début des années 60. Après avoir été recalé à la cathédrale, de jeunes prêtres lui ont suggéré un autre lieu, dans un quartier typique et ancien de cette cité, afin de décorer une petite église, l'église Saint-Maximin. Située non loin de la porte des Allemands, on la distingue grâce à son clocher qui pointe à l'horizon. Le chevet de l'église, qu'on peut voir de l'extérieur, est de style roman et s'impose d'emblée au regard du visiteur. Une petite ruelle, qui longe l'édifice, offre un passage étroit qui fait penser à un tunnel menant à un lieu caché. Étonnante impression, si l'on songe que les vitraux de cette église sont restés inconnus du grand public pendant pratiquement 50 ans.
plus proches apparemment des arts des périodes très anciennes de l'humanité, comme les fresques des grottes préhistoriques. Autre parallèle surprenant, les vitraux de Cocteau rejoignent également les peintures rupestres dans l'hypothèse d'une dimension chamanique. On découvre en effet un lien entre les deux du fait de la communication entre le visible et l'invisible. Pour commenter ces vitraux, Christian Schmitt s'est attelé par l'écriture à un travail de décryptage comme on décrypte des hiéroglyphes. Jean Cocteau nous invite à découvrir son travail grâce d'abord aux vitraux situés derrière l'autel, dans la partie de l'église dénommée l'abside. Couleur largement dominante, le bleu inonde les différentes fenêtres. Elle est étroitement liée au rêve, au voyage et à l'éternité. Sur le plan, les 5 vitraux de l'abside que nous étudierons sont ceux numérotés respectivement de 3 à 7. Nous ne parlerons pas de ceux situés aux extrêmes, portant les chiffres 2 et 8. Un motif singulier apparaît dans la partie basse du vitrail central, celui de la baie numéro 5. Un homme qui lève ses 2 bras et que nous nommerons l'homme aux bras levés. Dans ses écrits, Mircea Eliade, historien des religions, indique que l'homme aux bras levés représente un chaman qui adopte une position identique pendant les cérémonies et s'exclame « J'ai atteint le ciel, je suis immortel ». Ainsi, en faisant allusion à ce même motif, Jean Cocteau veut nous faire partager sa croyance en l'immortalité. L'homme ne peut mourir. Cette figuration de l'homme aux bras levés est très proche aussi de celle du Ka du roi égyptien Or, qui est représenté également avec les bras levés. Le Ka de l'Égypte antique représente la double personnalité, mâle et femelle, permettant à l'homme d'être parfait et donc immortel. Cela rejoint également le mythe de l'androgyne qui était censé exister aux origines, comme Adam avant la scission des sexes. Ainsi, pour retrouver cet état de perfection et bénéficier de l'immortalité des origines, Cocteau nous indique le moyen d'y parvenir par la fusion de 2 êtres de sexe opposé. Entre celui du bas, qui est censé représenter un individu de sexe féminin, et celui du haut, qui est une image dupliquée du premier mais avec tous ses membres, inférieur et supérieur, et qui représenterait plutôt le sexe masculin. C'est pourquoi, aussi, la colombe accolée à son bas-ventre correspondrait plus à ses attributs sexuels qu'à un symbole religieux. De même, la présence d'une croix sur sa poitrine ne semble pas être celle du Christ, parce que, feuillue, elle semble davantage correspondre à une représentation maya ou aztèque comme signe de fertilité, mais aussi de la mort et de la résurrection. Enfin, plus haut, on peut découvrir une sorte de couronne sur sa tête sous forme de 2 tours d'une cathédrale comme celle de Notre-Dame de Paris. Le couronnement est toujours un attribut de l'être supérieur. Mais Cocteau va plus loin encore. Car pour trouver l'homme parfait, l'androgyne, et accéder à l'immortalité perdue, il va nous convier à emprunter un parcours totalement original et inédit. Grâce aux vitraux qui ceinturent la baie 5, il va élaborer en quelque sorte une machine à remonter le temps. Comme dans un tesseract, tel que représenté dans le film Interstellar, il va nous conduire par une lecture à l'envers à cheminer du présent vers le passé. Je ne suis pas parisien, et même je ne suis pas terrestre. Aimé Michel prétend que je suis un mutant. Ça expliquerait bien des choses. Mais je crois que tous les poètes sont des mutants, comme les calculateurs prodiges, idiots et puis capables de faire des choses extraordinaires, mais n'appartiennent pas au monde normal. Pour illustrer cette remontée dans le temps, Jean Cocteau va partir de la baie 7 qui met en lumière la civilisation égyptienne. Pour partir du présent,
il va utiliser une société proche de la nôtre, représentant le modèle le plus élaboré. Cette civilisation est symbolisée par sa végétation luxuriante, palmiers, papyrus, plantes en bouquets et bouquets montés. La fleur symbolise le mythe de la résurrection. On notera dans la partie supérieure les effets kaléidoscopiques créés par l'artiste. Tout peut devenir art même à partir d'un désordre apparent. Cette civilisation se définit avant tout comme le lieu le plus propice à l'art. Le parcours à l'envers dans le temps nous amène ensuite à l'étape de la création des deux grands luminaires, le soleil et la lune. Selon le récit de la Bible, cette étape marque le 4e jour de la création. Mais en associant ces deux astres à l'homme pour le soleil et la femme pour la lune, le poète trouve aussi son inspiration du côté des sciences ésotériques, la Kabbale ou l'alchimie, comme l'atteste l'illustration suivante du XVIe siècle. Cette baie met en lumière une nouvelle étape en amont de la création de l'univers en utilisant la terminologie des peuples anciens. La création du monde d'en bas, la terre, et la création du monde d'en haut, le ciel. Ces deux parties résultent de la scission d'un œuf au initial. Celles-ci sont visibles dans la partie centrale du vitrail. Les colombes, dessinées la tête en bas, interviennent pour féconder l'œuf. On arrive enfin, grâce à cette ultime remontée en arrière du temps, à l'œuf cosmique qui est à l'origine du grand tout. À l'intérieur de celui-ci, on peut voir l'embryon qui commence à se former grâce à la division cellulaire. Dans la partie haute du vitrail, apparaît un masque pour signifier en quelque sorte que la vie apparaît aussi le plus souvent masquée. Après les vitraux de l'abside, créés du vivant de Cocteau, on peut voir ensuite les autres baies vitrées réalisées et imaginées d'après les esquisses et dessins laissés par le poète à sa mort. Tel Süssmayr, qui acheva le requiem de son maître Mozart après sa mort, c'est Jean de Dieu qui accomplira un travail similaire après la disparition de son auteur. Ces différents vitraux célèbrent tout autant l'immortalité que ceux de l'abside, mais selon un processus différent. Au lieu de retourner dans le passé, il s'agira plutôt d'abolir les effets du temps dans son évolution linéaire grâce à un module binaire dénommé mort-renaissance. Jean Cocteau met en œuvre la phénixologie, concept emprunté à son ami Salvador Dali et qui est l'art de renaître de ses cendres. Il va l'illustrer en utilisant différents exemples issus de la mythologie grecque, des contes et légendes ou des sciences ésotériques. Dans la lancette de gauche, Hyacinthe meurt et renaît ensuite sous la forme de fleurs. Dans la lancette du milieu, en bas, la mort du Minotaure tué par Thésée permet de faire triompher les puissances de la raison à Athènes. En haut, la bête du film La Belle et la Bête meurt également, mais pour se transformer ensuite en prince charmant. Dans la lancette de droite, la rose, symbole d'éternité et de régénération selon la tradition alchimique, est kabbalistique. Dans cette baie du transept sud, tout est vie et tout se transforme sous des formes variées et infinies de la vie. Cocteau décrit dans cette baie un univers semblable à celui de la jungle du peintre surréaliste Wilfredo Lam. D'après Marcel Jean, la jungle enchevêtrée devient animale, ou bien c'est l'être humain qui se change en un arbre animé dieux multiples, des choses mythiques et vivantes lancent des rejets, d'où jaillissent comme des bourgeons d'autres têtes cornues. Au milieu de la triple baie de la face est, apparaît la tête du poète Orphée,
Celui-ci revit avec uniquement sa tête, et ce, malgré la disparition de son corps qui a été mis en pièces par les bacchantes. Dans la deuxième baie de la face est, on découvre la figure de Déméter, déesse de l'agriculture et des moissons. Dans les mystères d'Éleusis, son culte célèbre le retour à la vie et le cycle des saisons. Dans la troisième baie, Arachné apparaît métamorphosé en araignée après sa mort. Enfin, à droite, dans la deuxième fenêtre, c'est Minerve avec sa lance. C'est elle qui, dans le dernier film de Cocteau, Le Testament d'Orphée, tue le poète avec cette arme. Mais après sa mort, le poète va se relever métamorphosé avec des yeux exagérément grossis, comme irradiés, semblables à ceux de la déesse. Le poète vit déjà dans l'après-mort.